Bienvenue sur le podcast qui fait sourire les cheveux gris. Ici, on vous donne les clés pour vieillir chez vous. Parce que rester chez soi, c'est un choix, un droit, un défi qui se prépare. Parce qu'on voudra tous vieillir chez nous. Et que la clé, c'est de bien anticiper. Avec ce podcast, on vous aide à y voir plus clair, avec bienveillance et bonne humeur. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui fait sourire les cheveux gris. Cet épisode est intitulé « L'ergothérapeute, un métier à découvrir ». Aujourd'hui avec Maureen, nous recevons Caroline, qui partage avec nous son expérience et sa passion pour son métier d'ergothérapeute. Elle nous décrit avec joie ses missions dans votre habitation. Je vous laisse écouter ce dernier témoignage qui va, j'en suis sûre, vous faire découvrir un savoir-faire indispensable pour anticiper le bien vieillir à domicile. Aujourd'hui, une nouvelle interview, comme les précédentes, mais avec une personne différente. Et figurez-vous qu'elle s'appelle aussi Caroline. Sauf qu'elle n'est pas infirmière libérale, elle est ergothérapeute. Bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour Caroline. Alors, merci d'être venue sur notre podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis Caroline Giraud. Je suis ergothérapeute. Et puis, je fais beaucoup de choses aussi. J'aime beaucoup tout ce qui est travail collaboratif. Donc, j'interviens dans une épicerie coopérative et participative à Rennes, donc la Brésicotte. Et aussi, je suis passionnée par tout ce qui est bricolage, réfection de meubles, réfection de fauteuils, etc. Et donc, entre les deux, je travaille quand même parce qu'il faut bien. Et parce qu'il faut bien et parce que j'aime beaucoup mon métier. Je le trouve assez extraordinaire. On peut faire plein de choses. C'est très diversifié. Et donc, pour vous dire, j'ai travaillé pendant 13 ans au Canada, donc dans un centre de réadaptation. Et je suis revenue en France et je me suis installée en libéral. Donc, ça va tout en 2005. Et j'étais la première à m'installer en libéral sur Rennes. En tant qu'ergothérapeute. En tant qu'ergothérapeute. Félicitations. Voilà. Donc, depuis, c'est bien parce que ça a beaucoup évolué. Il y a plein d'ergots sur Rennes, en libéral, bien sûr. Et donc, voilà. Donc, l'ergothérapie, c'est très, très vaste. Hein. Donc, c'est vrai que c'est un métier qui est peu connu parce que c'est tellement diversifié. On peut très bien travailler sur la rééducation de la main que sur la rééducation de neuropsy, que travailler dans des services de santé mentale, de travailler en adaptation du domicile comme je fais. Oui, voilà. Tu disais aussi travailler auprès des enfants ? Oui, tout à fait. Donc, c'est tout âge, de 0 à 130 ans. Et puis, toute pathologie et de la prévention. Donc, toi, tu t'es spécialisée sur ton métier. Du coup, tu as choisi un type de projet. Tu peux nous décrire un peu comment tu travailles ? Alors, moi, donc, je travaille depuis 4 ans juste en adaptation du domicile et maintien à domicile. Donc, en fait, je vais voir les personnes. Je fais évaluer la personne et le domicile pour qu'elle soit le mieux possible et qu'elle reste le plus longtemps possible chez elle. Comment ça se passe, une évaluation ? Donc, l'évaluation, je prends contact avec la personne. Donc, après, il y a différents moyens. Je vous dirai tous les moyens un petit peu après. Je prends contact avec la personne. Donc, je vais chez elle. Ça dure environ 1h30, 2 heures. Je discute avec elle, avec ses proches aussi. Pour savoir toutes ses habitudes de vie, ce qui va bien, ce qui va moins bien, comment elle se sent chez elle, qu'est-ce qu'elle trouve dangereux chez elle, par exemple, est-ce qu'il y a des coins qu'elle peut trouver dangereux, ou pas du tout, et puis que moi je vais trouver dangereux, donc là on discute. Je vais travailler aussi avec les proches, parce que c'est bien beau d'adapter un logement, mais il faut que ce soit pour tout le monde, que tout le monde soit aussi en sécurité. Oui, parce qu'on peut faire l'adaptation du logement pour la personne qui en a besoin, tout en gardant un logement qui est fonctionnel et agréable pour la famille qui l'entoure. Voilà. Et c'est même essentiel finalement. Exactement. Pour que tout le monde s'y retrouve et que chacun se sente bien chez lui. Juste un exemple, par exemple, entre un choix d'un strapontin et d'une chaise de douche à mettre dans une douche, s'il y a beaucoup de passages, le strapontin sera plus pratique qu'une chaise.
qui va gêner ceux qui n'en ont pas besoin. Donc voilà, on voit un petit peu tout ça. C'est beaucoup de discussions finalement pour apprendre à comment la personne elle vit et quels sont les besoins de la personne et de l'entourage. Et de l'entourage. Oui, c'est beaucoup de discussions pour se connaître déjà, pour avoir confiance. Et puis c'est ce qui fait notre force parce que souvent les gens me disent ah bah la salle de bain c'est par là. Je fais ah non on va prendre le temps de discuter, de se connaître, de savoir qu'est-ce que vous aimez, ce que vous voulez. Alors qu'un artisan, bah, c'est son boulot de faire des salles de bain, il va aller directement dans la salle de bain. Oui, mais Il va l'adaptation et le maintien dans le logement, c'est pas que la salle de bain. C'est pas que la salle de bain. On voit aussi la cuisine, par exemple. On voit les escaliers, on voit les extérieurs, comment on va étendre le linge. Ça peut être aussi, ça va aller jusqu'à se brosser les dents ou découper des légumes. Donc, très pratico-pratique. Oui, dans le quotidien. Toutes les habitudes. C'est des loisirs aussi. S'il joue beaucoup aux cartes, non, je joue plus parce que je vois plus les cartes. Il en existe avec des gros chiffres. On a des supports pour les cartes, faire son jardin, éviter de se casser la figure. Voilà, on est là pour éviter les chutes. Plein de solutions. Et l'avantage, c'est que toi, tu les connais. Oui, j'en connais beaucoup, mais faut se mettre à jour parce qu'il y en a toujours des nouvelles. Et puis, il y en a une qui va fonctionner pour une personne, c'est ça. Mais celle-là va pas forcément fonctionner, par exemple, pour le mari. Ça va marcher pour la femme, mais pas pour le mari. Donc, il faut vraiment trouver quelque chose des compromis, ou quand c'est des petites aides techniques, que ce soit chacune la sienne. Oui, aussi, ouais. C'est aussi jouable. Donc là, du coup, tu viens faire l'évaluation chez les personnes, et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on discute, on voit les difficultés, et on trouve des solutions ensemble. Parce que moi, je peux avoir une idée, mais la personne, c'est là où elle vit. Elle connaît mieux son logement. Je trouve ça hyper pertinent de dire ensemble, parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on n'est pas forcément que des sachants. Si la personne, elle te dit ça va pas me convenir, mais elle te le dit pas de suite, ça veut dire qu'en fait, tu auras quasiment proposé une solution dans le vide. Donc c'est là qui est intéressant, c'est de choisir ensemble. Tout à fait. Puis si on ne le fait pas ensemble, si la solution ne convient pas, elle ne sera pas mise en place. Donc on sera toujours dans les mêmes problématiques et les mêmes dangers de chute, par exemple, ou autre. Donc je préfère des fois ajuster les choses pour que la personne se reconnaisse dans les préconisations, se reconnaisse dans, par exemple, juste les tapis. C'est comme, oui, il faut les enlever les tapis, c'est sûr que c'est mieux. Mais quand il y en a où il y a des personnes qui disent non, pas celui-là ou autre, donc on fait le point, on dit celui-là il est lourd, le bord il frise pas, donc on peut peut-être mettre du scotch en dessous, double face pour qu'il bouge pas. Par contre, la petite carpette, là, vous voyez, elle fait déjà des plis, là, vous allez vous prendre les pieds dedans et ça va être plus compliqué. Donc on négocie. On négocie. C'est ce que tu nous disais aussi, pour que ce soit mis en place, faut pas faire peur aux gens. Donc aller petit à petit dans les adaptations et vraiment faire, entre guillemets, le minimum pour que ce soit vraiment mis en place, plutôt que de tout préconiser et que ça fasse peur et que ce soit pas mis en place. Oui, tout à fait. Faut pas faire peur, faut que ça corresponde à la personne. Et puis après, il y a une question de coût quand c'est dans des gros travaux. Donc on essaye de voir des solutions qui sont moins coûteuses, par exemple avec des aides techniques, ou est-ce qu'on va jusqu'aux travaux. Voilà, c'est des choses qui sont à gérer dans ces cas-là ensemble. Mais je pars toujours de la personne et de ce qu'on appelle l'autodétermination dans notre jargon. C'est vraiment elle qui décide de ce qu'elle veut. Et moi, j'essaye d'orienter pour quelle est la meilleure solution qui corresponde à ses besoins. Ouais, c'est ce qu'on a répété au fur et à mesure, je crois, des épisodes, c'est son choix. Mais il faut le dire, il faut l'assumer, et avec toi, on peut justement discuter. Oui, moi je suis là pour ça. Et puis de pouvoir avoir différentes solutions et que c'est la personne qui choisit la... Et quand vous avez choisi les solutions, tu fais un écrit ? Toujours. Il y a toujours un écrit. Donc on reprend toutes les idées, on prend les problématiques. Et puis on reprend les solutions et il y a une partie qui est juste pour les artisans, avec quand il y a des travaux à faire. Comme ça, les artisans n'ont pas le restant. J'ai une question très pratico-pratique. L'écrit, tu le rends imprimé ou envoyé par la poste, ou c'est un email Je demande ce que préfèrent les gens. Ok. Donc des fois c'est les deux, parce que comme ça ils disent je sais pas trop, mais ma fille, je dirais vous allez l'avoir plus vite par mail. La poste des fois attendez aussi moi que j'aille mettre la lettre à la boîte, c'est un peu plus long. Et des fois j'envoie les deux, comme ça au moins ils ont le format papier, c'est plus pratique. Tu t'adaptes en fait. Oui, c'est le maître mot de l'ergothérapie. On s'adapte. Ça t'arrive de l'écrire en gros caractères, par exemple, pour des gens qui ont des problématiques? Oui. Ok. Oui. Et j'ai une police spécifique pour la malvoyance. Oui, après on sait qu'il y a des polices, moi je sais en tout cas qu'il y a des polices qui sont préconisées pour la malvoyance.
C'est ça. Et ça t'arrive de les utiliser. Tu le fais pas systématiquement ou c'est ta police Ma police, elle est devenue, ma police standard, elle est quand même assez lisible. Après, quand généralement, je prends la police Luciole qui est spécialisée pour la malvoyance. Mais je dirais que pour rester écologique, j'essaye d'en prendre une autre parce qu'elle demande beaucoup d'encre. Ok. Bien vu. Voilà. Donc, si je l'imprime, je me dis, bon, déjà, ça va être gros, ça va faire beaucoup de pages, beaucoup d'encre. Donc, je le fais pour la personne parce qu'elle en a besoin. Mais si les gens n'en ont pas forcément besoin, je vais rester dans du plus standard. Ok, alors là, on a parlé de l'évaluation avec la remise des solutions par écrit. Tu nous disais que tu vois les gens plutôt une fois. C'est rare que tu retournes sur le domicile pendant ou après les travaux, mais c'est quand même possible. Oui, bien sûr, c'est possible. C'est même ce qui serait l'idéal, donc de voir la personne. Des fois, j'ai eu un programme chez un bailleur social. On voyait une première fois la personne pour évaluer la personne, les besoins qu'elle avait, les problématiques. Et on se revoyait 2 semaines après pour justement trouver les solutions. Et ça, je trouve que c'est l'idéal parce que ça permet de réfléchir aussi entre les deux. Ouais, de décanter un peu. Décanter un peu, de se dire, ah bah oui, mais non, bah ça peut-être, oh bah voilà, de se reposer les questions, aussi sur l'organisation, hein, quand la cocotte minute lourde est sur le balcon et qu'on va la chercher, qu'il faut descendre une marche, qu'il faut aller dans la cuisine. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Et des fois, les habitudes, c'est un peu difficile à changer, hein. Mais avec le temps de réflexion, d'en discuter avec d'autres personnes autour, les proches, ça permet de trouver aussi d'autres solutions et de se décider surtout. Donc oui, idéalement, il faut se voir plusieurs fois. Je peux faire aussi être là si les artisans ont des besoins particuliers, qu'il y a des changements à faire, etc. Et de voir à la fin si tout est correct, correspond bien à la personne, et de faire l'entraînement avec les nouveaux équipements. Okay. C'est ce qu'on disait, il y a vraiment, c'est vraiment hyper pertinent que tu passes avant les artisans parce qu'ils savent pas forcément, ils ont pas toutes les connaissances et ils ont les solutions mais pas forcément toutes les connaissances et non plus cette discussion avec la personne. Donc c'est là où c'est vraiment pertinent de voir un ergo avant d'attaquer ses travaux. Tout à fait, l'artisan il est le spécialiste de son corps de métier, mais il va pas passer du temps à discuter avec la personne, savoir quels sont ses besoins. Il va demander, oui évidemment, par exemple, je sais pas moi, de mettre une rampe, une autre main courante dans l'escalier, bon ça pourquoi pas, ça c'est des choses qu'il va pouvoir faire, de dire que il faut une douche à la place de la baignoire, oui mais quelle dimension, quel matériel on met dedans, quelle hauteur les barres d'appui, tout ça, lui il va pas forcément être aussi pertinent qu'un ergothérapeute. Oui, parce qu'il y a les normes et les réglementations qui sont nommées et qui permettent à tout le monde de faire un travail acceptable. Et puis après, toi, quand tu passes, on a des choses où on adapte en fonction de la personne. Si elle est pliée en deux, la rampe, elle va pas être à la même hauteur que si elle se tient bien droit. Et donc ça, l'artisan, il a des fois pas la possibilité de faire ce réglage-là tout seul sans avoir tes conseils, en fait. Voilà, c'est ça. Donc on est là. Puis des fois, c'est comme... Des fois, il y a trop de choses aussi. Donc, pour le faire, en fait, il faut aussi que le logement ne soit pas stigmatisant, à se dire, j'ai l'impression d'être handicapée parce qu'il y a des trucs partout. Donc, on choisit les matériaux en fonction de le matériel aussi, en fonction des besoins de la personne et de ses goûts. Et des fois, c'est pas forcément fait avec les artisans. Et ils se retrouvent avec des trucs, c'est quoi cette couleur ou autre. Parce que, surtout les barres d'appui par exemple. Il en existe une multitude de sortes maintenant, et puis il y en a qu'on ne remarque même pas que c'est des barres d'appui. T'essayes de faire des trucs un peu sexy quand même, quoi. Qu'on soit pas dans un hôpital. Non, ça j'évite. J'évite. C'est souvent douloureux à vivre pour les gens. Donc, Oui. Et c'est pour ça aussi que c'est refusé. Donc c'est un peu dommage de mettre une barre d'appui en plastique striée, alors que maintenant il y en a qui sont beaucoup plus jolies, esthétiques, et on peut faire une harmonie avec aussi bien la porte de douche qu'avec le porte-serviette. Ouais. Sans qu'on s'en rende compte. Voilà. Et du coup, Caroline, rappelle-nous, à partir de quel âge on peut faire appel à toi ?
In utero même. On intervient, on peut intervenir aussi, bon, c'est pas ma spécialité par contre, hein, mais dès la naissance en fait, jusqu'à 130 ans. Donc en fait, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir une pathologie ou un handicap pour faire appel à une ergothérapeute. Non, l'ergo, c'est là aussi pour la prévention. Et c'est ça qui est un peu oublié, la prévention. Hein. En France, quand je travaillais au Canada, la prévention est quelque chose de très développé. Mais en France, on est dans le soin plutôt que la santé. Et la prévention n'est pas très développée. Par contre, faire appel à une ergo pour justement... même à 50 ans, on se dit on va refaire la salle de bain. Si on fait appel à une ergo, qu'est-ce qui va être le plus fonctionnel pour rester chez soi le plus longtemps possible. Même la cuisine, là, c'est des gens qui me disent la cuisine, qu'est-ce qu'on peut faire Voilà, ça va être Parce qu'une cuisine, c'est quand même un coût aussi certain. Donc oui, on peut refaire des choses pour que ce soit durable, moins coûteux, on va dire, que de tout changer quand il y en a besoin, et puis fonctionnel avec n'importe quelle problématique, parce que même se casser la cheville, ça limite aussi les choses. On est d'accord. Et du coup, ça permet, quand on anticipe, comme tu le dis là, par exemple pour la cuisine, de prendre aussi des habitudes plus pérennes, tout à fait, plus tôt dans sa vie, et donc c'est moins douloureux arriver dans la fin de vie de modifier les quelques petites choses plutôt que de tout modifier pour pouvoir y rester. Ajuster au fur et à mesure. Oui. Parce qu'on se sera déjà entraîné, il y aura des automatismes, on va rester autonome beaucoup plus longtemps. Tandis que si on change à 75-80 ans, tous les automatismes qu'on a pris toute notre vie, là, il va falloir tout changer. Et on est en situation déjà difficile de handicap ou toute perte d'autonomie, donc c'est énormément d'énergie. Ouais. C'est ça tes plus gros freins, toi, pour mettre en place les choses, en fait. C'est les habitudes des gens. Les habitudes des gens, est-ce que c'est possible de les changer ? Il y en a qui veulent absolument pas. J'ai eu le cas une fois d'une dame, elle voulait absolument pas tout compter qu'on fasse la salle de bain parce que la faïence que son mari avait posée, fallait l'enlever. Et donc là, c'est tous les souvenirs qu'on enlève, etc. Donc comment on fait pour en enlever une partie, pour en garder ? Qu'est-ce qu'on peut négocier ? Parce que ces souvenirs-là sont aussi importants pour la personne. Pour qu'elle se sente bien, effectivement, bien sûr. Donc là, on dit qu'on peut faire appel à toi, mais comment les gens viennent à toi dans ton quotidien ? Comment ils viennent à moi ? Alors, c'est ça aussi, c'est que l'ergo n'est pas connue. Donc, c'est compliqué que les gens viennent jusqu'à moi. Mais il y a quand même quelques portes d'entrée. Déjà, je travaille avec des bailleurs sociaux. Donc, si la personne demande, par exemple, des travaux aux bailleurs sociaux, des travaux d'accessibilité, d'aménagement pour l'autonomie, qu'ils ont le droit de le faire. Parce qu'ils ont le droit de le faire, évidemment. C'est bien de le dire. Oui, ils ont le droit de demander et c'est possible à faire. Alors, bailleur public ou bailleur privé ? Les bailleurs sociaux, donc c'est bailleurs vraiment là que public. Ok. Oui. Donc, eux, ils ont comme... Je dirais surtout en Bretagne, ils ont quand même certaines valeurs qui fait qu'ils font des changements. Ça peut être long, mais... ils adaptent quand même les logements. Donc là, le bailleur social va m'appeler, puis je vais prendre rendez-vous, puis aller chez la personne. Après, un bailleur privé peut avoir cette initiative aussi de le faire. Exactement. Si son locataire lui demande, il a le droit aussi d'avoir la même démarche qu'un bailleur Parce social. Que un bailleur privé, donc c'est un logement privé, et l'avantage, c'est que moi, je vais voir la personne, mais je vais essayer aussi que ce soit le moins stigmatisant possible. Et qu'il puisse relouer aussi, même un bailleur social, pour qu'il puisse relouer à quelqu'un d'autre aussi. C'est ça, que l'immobilier, il n'est pas une perte de cote ou de valeur aux yeux des futurs locataires. Pas envie d'habiter dedans parce qu'il y a des... C'était pour un certain handicap. En plus, souvent, c'est adapté, donc c'est pas forcément adapté à une autre personne qui viendra avec un handicap différent. Donc j'essaye que ce soit gérable à ce niveau-là. Et discret, tu disais aussi. Oui, discret, esthétique. C'est bien de noter qu'il ne faut pas hésiter. En fait, si on ne pose pas la question à son bailleur, qu'il soit public ou privé, rien ne se passera. Donc, il vaut mieux poser la question et avoir une réponse claire. Et puis, tant qu'on ne demande pas, il y aura rien. Et si on fait des travaux, on est obligé de demander l'autorisation à son bailleur. Ouais. Tout à fait. Donc, quand on est propriétaire, c'est différent. Mais c'est vrai que c'est mieux de demander à une ergo avant les artisans pour justement avoir une idée des travaux qu'il y a à faire.
Parce que moi je fais des schémas, donc au moins après les artisans, ils savent sur quoi se baser pour pouvoir faire les travaux. Et quand on est propriétaire, les propriétaires qui viennent à toi, ils viennent par quel biais ? Alors des fois ils me connaissent, des fois c'est parce que j'ai, c'est du bouche à oreille. Et c'est aussi par les caisses de retraite complémentaires, donc l'AGIC-ARCO. Quand votre caisse de retraite complémentaire fait partie de l'AGIC-ARCO, vous avez droit à un diagnostic en ergothérapie, donc un passage gratuit de l'ergo à la maison. Un passage financé par la mutuelle, en fait. Financé par l'AGIC-ARCO. Donc il faut avoir aussi... 75 ans. C'est ça. Il faut avoir au moins 75 ans. Après, c'est pas une question de revenus ou autre, c'est vraiment l'âge. Mais ça, il y a juste une demande à faire, quoi. Ouais, il y a juste un numéro à appeler, l'AGIC-ARCO. Et on rajoutera les coordonnées de Caroline en description du podcast pour pouvoir la contacter directement aussi. Voilà. Et puis sinon, les mutuelles aussi peuvent prendre en charge l'ergothérapie, parce que l'ergothérapie, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Mais il y a certaines mutuelles qui ont des fonds qui proposent de l'ergothérapie. Donc dans ces cas-là, de toute façon, je fais un devis et puis voir si c'est accepté ou pas par la mutuelle. Comme on fait avec une mutuelle pour ses lunettes, on a un devis qui doit être accepté de prise en charge ou non, ou de prise en charge partielle, pour que tu puisses intervenir à domicile. Donc là, il faut se renseigner avec les mutuelles, parce que les contrats sont différents pour chacun. Et des fois, ils ont des fonds spécifiques, des fonds sociaux, où on peut aussi aller chercher, même si ça ne fait pas partie du contrat standard, on peut aller chercher du financement avec les fonds sociaux des mutuelles. Donc voilà, après, sinon, c'est aussi accessible d'aller demander une ergothérapeute. On va bien voir l'hypnose, donc on peut bien aller voir une ergo. Hein. Oui, tout à fait. On a parlé des clics avant l'interview, là. Ouais. Est-ce que les clics, ils orientent vers les ergothérapeutes? Alors, peut-être rappeler ce qu'est un clic. Oui. Alors, le clic, c'est le centre local d'information et de coordination. Donc, c'est des endroits où on peut avoir de l'information, je dirais, administrative concernant les personnes âgées. En Ille-et-Vilaine, ils sont spécialisés, tout le département est couvert par des clics et en plus, ils sont relais de la MDPH. Donc, ils peuvent vous aider à monter des dossiers MDPH pour des travaux, par exemple, et autres. Donc, les clics, ils peuvent vous aider à orienter. Ils vont vous donner, normalement, ils sont là pour vous donner toutes les informations du territoire, aussi bien sur les auxiliaires de vie, les aides à domicile, le portage de repas, l'ergothérapie. Certains clics connaissent, mais d'autres sont moins au courant de ce qui peut se faire. Et puis, comme c'est des territoires, selon les territoires, il y a les services sont différents. Oui, en fait, c'est ce qu'on disait. Il fallait qu'on le précise, c'est que selon le territoire où vous habitez, vous n'avez pas accès aux mêmes informations pour le moment, en tout cas, ou pas de la même façon. Les informations, elles sont là, elles sont présentes. Maintenant, tous les intervenants ne donnent pas les informations de la même manière selon les territoires. Tout à fait. Donc moi, évidemment, quand je connais le territoire, j'essaye d'orienter au clic. J'essaye de me renseigner. Quand même, je suis assez intéressée par justement tout ce qui se passe, de petites associations et autres qui peuvent aider. Donc j'essaye d'orienter le plus possible. Là, par exemple, souvent s'il y a du matériel à acheter et que les gens n'ont pas beaucoup de sous, il y a Envie Autonomie qui permet de recycler aussi le matériel paramédical, donc ce que je trouve déjà de base très bien. Après, si c'est trop loin, il y a d'autres fournisseurs, par exemple. Donc je vais essayer aussi bien de voir tout ça et de donner les informations. Il y a toujours une liste de fournisseurs dans mes rapports, une liste de recommandations, de là où on peut se renseigner pour pouvoir justement être plus autonome. Parce qu'on voit aussi en tant qu'ergo tout ce qui est aussi besoin d'aide à domicile. Ok. Donc pour certains, on se dit, là, il y a besoin d'aide, renseignez-vous là, allez voir le clic qui va vous aider justement à savoir si les caisses de retraite peuvent payer ça, etc.
J'en profite pour rajouter, Caroline a parlé d'envie-autonomie, et moi il se trouve qu'au cours d'une de mes missions, il y avait du matériel médical chez une cliente qu'elle ne souhaitait pas garder, et du coup on a fait appel à cet asso qui est venu les prendre à domicile pour qu'ils soient justement réutilisés. Donc si vous en avez chez vous et que vous n'en avez pas besoin, n'hésitez pas à faire appel à ce type d'asso. Elles sont en plus très compréhensives, elles se déplacent parfois pour venir récupérer sur place, donc c'est un beau geste à faire. Tout à fait. Oui, parce que le matériel qui traîne dans le fond de placard, c'est quand même dommage, alors que ça pourrait réutiliser. Entièrement d'accord. Et faire sauver quelques personnes aussi au niveau de les l'autonomie. idées, en tout cas. Ouais. Tu nous disais aussi que dans les clics, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, donc c'est un centre d'information et c'est aussi ouvert aux aidants. Oui. Donc ça veut dire aussi qu'en tant aidant, vous pouvez trouver de l'aide, que ce soit via le clic ou dans des assos. Il faut aussi parler du rôle d'aidant et être accompagné dessus. Oui, pour éviter de s'épuiser. Exactement. Donc on peut contacter une ergothérapeute en tant qu'aidant aussi, en fait. Tout à fait. Pour un parent proche. Pour un parent proche. Donc on peut travailler avec l'aidant aussi bien sur qu'elle puisse garder son équilibre, l'équilibre occupationnel. C'est ça en général en ergo dont on parle. Mais aussi on peut apprendre à l'aidant comment se servir du matériel. Ce qui peut aussi la soulager énormément. C'est pas négligeable en fait. Et éviter des maux de dos, de se blesser, etc. Parce qu'on ne sait pas s'y prendre pour transférer une personne, pour utiliser certains matériels, etc. Donc l'ergo est là pour ça aussi. Ah, c'est chouette ça. Quelles sont les qualités pour toi en tant qu'ergonome ou ergothérapeute? Je mélange toujours les deux, excuse-moi Caroline. Pas de souci. Qui ne font d'ailleurs pas du tout la même chose. Et quelles sont les qualités pour travailler auprès de ton public? Donc toi tu t'es spécialisée sur le maintien à domicile. Oui, faut... Ce qu'on apprend, comment je dirais, à l'école d'ergo, c'est surtout de l'écoute, de la patience, être vraiment auprès de la personne, prendre le temps de discuter avec elle, d'aller chercher les informations, éviter tout ce qui est préjugés et idées préconçues. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on est malade. Donc, c'est pas une maladie de vieillir non plus. Donc, il faut vraiment être à l'écoute de la personne, de penser qu'elle est capable aussi de donner son avis, de faire ses choix. Et ça, c'est aussi important pour que l'aménagement de domicile, par exemple, soit accepté, voulu, et que ce soit un bénéfice. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres choses avant l'aménagement du domicile? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vas chercher chez la personne avant de potentiellement arriver jusqu'à la phase travaux? Alors, je vais évaluer la personne, je vais voir avec elle déjà au niveau cognitif. Je suis déjà allée chez des gens et j'étais là, j'ai alerté le médecin parce que je pense qu'il y avait vraiment une maladie d'Alzheimer bien ancrée et que le monsieur conduisait toujours. Donc là, c'est des choses comme ça où on peut intervenir. J'ai pas passé de test parce que je suis pas là pour passer des tests, mais juste à la discussion, j'alerte, j'informe. On voit pour l'équilibre, par exemple, on voit pour tout ce qui est aussi manipulation, s'il y a des soucis, donc comment on peut compenser ces problèmes de manipulation et d'équilibre. Je peux référencer, il y a des ateliers équilibre, par exemple, qui sont donnés avec la caisse de retraite, avec les caisses de retraite. Souvent, il y a des ateliers qui tournent dans les départements, donc participer à ce type d'atelier ou d'aller voir un kiné, etc. Donc là, je vais vraiment évaluer ça. Ouais, tu vas alerter quand même sur des pathologies plus lourdes. On n'est pas sur du maintien à domicile à tout prix. Non, mais généralement, les personnes, elles veulent rester chez elles. Oui, elles veulent rester chez elles. Mais l'idée, c'est d'accompagner la personne pour qu'elle reste autonome le plus longtemps possible. Oui. Et qu'elle connaisse tout ce qu'elle peut avoir comme service pour rester chez elle le plus longtemps possible. Mais après, ça peut être un choix aussi d'aller en EHPAD, ou des fois on discute aussi sur d'autres solutions. Ok. C'est d'ouvrir le champ des possibles, quoi. Voilà, de dire que il y a pas le domicile et l'EHPAD, entre les deux, il y a plein de solutions possibles, il faut qu'elles se renseignent. Donc on parle aussi bien
de la colocation, des foyers logements, etc. Tout ce qui peut exister. Ça, on en a parlé dans les premiers épisodes du podcast, notamment. On peut retrouver tous ces types d'hébergements. Tout à fait, parce que des fois, le logement ou la maison, c'est pas adaptable. On peut faire un minimum, mais c'est compliqué parce que c'est à l'étage, il n'y a pas d'ascenseur, parce qu'il y a plein de niveaux différents. Les maisons avec les différents niveaux, là, c'est comme... c'est un vrai casse-tête. C'est le casse-tête. Donc, il y a des fois, ce n'est pas possible de rester chez soi. Est-ce que tu diagnostiques aussi l'environnement proche de la maison, c'est-à-dire la possibilité de la chaîne de déplacement entre aller faire ses courses et... Tout à fait. Tout ça, ça fait partie aussi de ton diagnostic. Oui, ça fait partie. Donc évidemment, je ne vais pas faire forcément les courses avec la personne, ce serait l'idéal. Mais de demander où est-ce qu'elle va faire les courses, elle y va en voiture, est-ce que la conduite, qu'est-ce que ça donne, si elle y va à pied, est-ce qu'il y a des aides, est-ce qu'il y a... je sais que des fois dans les campagnes, il y a des services où on fait les 2 euros. et puis, donc voilà, c'est de voir aussi tous ces services-là pour qu'il n'y ait plus de stress, en fait, qui soit là par rapport à ça. Même de sortir la personne habite en maison, est-ce qu'elle va encore étendre son linge dans le jardin, il y a les poules à nourrir, ce cheminement-là, est-ce qu'il est sécurisé ou pas, et comment on peut faire? C'est vraiment global, quoi. Il y a vraiment sur toutes les habitudes de vie. Donc, faut les passer toutes, ce qui n'est pas forcément évident. Des fois, on en oublie, mais rien n'empêche de rediscuter après. Quand même la machine à laver est dans le sous-sol et que l'escalier est pas large et abrupt, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la remonte la machine? Est-ce que j'ai vu une dame une fois, elle allait faire son repassage à l'étage, mais l'escalier était hyper abrupt et la main courante, c'était une corde, quoi. Et je dis, mais tout ça parce qu'il y avait une vue et qu'elle voulait repasser devant sa vue. Oui, d'accord. Les habitudes, comme on disait. Les habitudes, mais le risque qu'il y avait derrière était quand même important pour du repassage. Voilà. Bon, d'en discuter avec elle, peut-être elle a pu prendre conscience aussi qu'elle se mettait en danger, quoi. Tout à fait. Donc de voir, et puis chacun ses valeurs. Moi, leur passage, c'est pas ma valeur première, mais pour certaines personnes, c'est quelque chose de très important. Donc c'est pas parce que moi je trouve que dans certains moments c'est inutile que je dois projeter ça sur la personne et dire que faut qu'elle arrête. Non, c'est une valeur, c'est quelque chose d'important. Donc il faut qu'elle continue. Comment le mettre en place en sécurité, quoi. Mais comment le faire en sécurité? Oui, ce serait bien connu si on disait à quelqu'un arrête, c'est dangereux pour toi, et qu'elle arrêtait. Bien sûr, tout le monde sait que c'est possible. Des fois, mais on est surpris. C'est vrai, on peut être surpris, tu as raison. Quand ils me disent ah oui, j'ai enlevé tous les tapis, je suis là. C'est une blague ou pas? Qui êtes-vous? Voilà, mais parce qu'ils ont déjà réfléchi et qu'ils le savent, et que des fois la personne attend d'avoir un avis extérieur pour le faire. Pour le valider. Des fois, quand ça vient de quelqu'un d'autre, que la famille, on se dit non, mais là, j'ai pas trop le choix quand même. Voilà. C'est un peu, t'es pas médecin, mais ça reste quand même un peu paramédical quand même. Oui, c'est un métier paramédical. Quand t'arrives et que tu as un discours face aux gens, ça a une certaine valeur que les enfants, ils ont beau le répéter 5-6 fois, par exemple, parce que des fois, c'est les enfants qui disent, ça n'a pas la même portée, quoi. Non, c'est sûr. Quand on est un soignant et puis qu'on intervient, c'est sûr qu'on a plus de visibilité, de pouvoir, entre guillemets, là, que la famille. Et du coup, pour améliorer ton pouvoir, qu'est-ce qui manque pour toi, selon toi? Quelles améliorations peuvent être portées Alors, ce qu'il faudrait, c'est que l'ergothérapie soit plus connue, donc tu as une reconnaissance, que ça fasse partie des priorités et que ça soit dans quelque chose de commun pour, l'adaptation du domicile, en tout cas, mais que ça soit la première chose. On voit l'ergothérapeute et après, on voit les artisans. Et bien évidemment, le financement de l'ergothérapie. Mais ça c'est une autre histoire. Mais en fait, si on était un peu plus au courant de ton métier, peut-être qu'on serait plus apte aussi à financer nous-mêmes tes interventions, ou qu'il y ait une politique un peu plus soutenante sur le maintien à domicile qui permettrait à plus de gens d'avoir un diagnostic au moins un diagnostic, une évaluation, une prise en charge, quoi. Exactement, ça serait vraiment l'idéal. Et puis après, que l'ergothérapie soit plus connue pour n'importe quelle problématique, pas forcément l'adaptation du logement, mais
pour faire justement des essais, des techniques, etc. Ça serait des choses qui seraient vraiment Intéressantes. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place au niveau du gouvernement, mais est-ce que tout le monde va y avoir droit? Est-ce que ça va être sur tout le territoire? Est-ce qu'il y aura une liste d'attente de plusieurs années? Voilà, c'est toujours la même problématique. Et pour finir, je dirais pour l'adaptation du logement, il y a MaPrimeAdapt là qui est en place depuis le 1er janvier, mais l'ergothérapie passe très très à la fin. Donc en fait, il y a déjà le projet avec les artisans, mais l'ergothérapeute passe après. Donc c'est pas encore dans une logique. Ouais, c'est pas dans le bon sens pour toi. Voilà, c'est pas dans le bon sens. Donc, ce qui est un peu dommage. Après, toi, tu mets ta pierre à l'édifice pour faire connaître ton métier. Alors là, à travers le podcast, mais aussi en tant que formatrice. Parce que tu n'en as pas parlé, mais Oui, je suis formatrice donc, à l'école d'ergo de Rennes et de Tours. Ça s'appelle les IFE. Je suis formatrice pour les ergothérapeutes aussi en formation continue. Je donne des ateliers aussi à la Maison des aînés des aidants, dans des associations, etc. Donc c'est vrai que j'essaye de divulguer l'ergothérapie. Je fais partie de la NFE, qui est l'Association nationale française des ergothérapeutes. Et puis donc là, on travaille justement sur tout ce qui est adaptation du logement, MaPrimeAdapt. Je vais faire partie d'un groupe d'intérêt à l'HAS, à la Haute Autorité de Santé. Pour travailler justement sur le maintien à domicile. Voilà, donc il y a plein de petites choses comme ça où tu y travailles aussi, toi. Pour faire connaître le métier. Mais c'est pas évident. Parce que c'est tellement vaste aussi que l'ergothérapie. On peut avoir 15 ergothérapeutes qui font 15, en fait, qui travaillent complètement différemment. Oui. Donc, on n'a pas forcément en tête que l'ergo qu'on a vu quand on était en dépression, on peut l'avoir aussi pour l'adaptation du logement. Oui, et puis comme tu disais, toi tu t'es spécialisée, donc il y en a d'autres qui se spécialisent dans d'autres schémas avec d'autres types de patients. Et donc chaque pathologie entre guillemets de notre vie au fur et à mesure de notre âge qui avance, on aura un ou une ergo différent en fait à intervenir, quoi. Tout à fait. Bon, mais moi clairement tu m'as convaincue. Il faut faire de l'ergothérapie, excusez-moi. Donc n'hésitez pas, avant en tout cas d'envisager même des travaux pour vous ou vos proches, ça paraît évident qu'il faut avoir quelqu'un qui vienne à domicile et qui regarde comment est-ce qu'on vit. Qui prenne un peu de hauteur sur nos habitudes aussi. Exactement. Un point de vue extérieur. Très pertinent. Merci beaucoup Caroline. Merci à vous. Merci Caroline. Très contente de t'avoir reçue avec moi aussi, très contente d'avoir partagé tout ça avec vous. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Encore merci Caroline, c'est avec grand plaisir que nous t'accueillons pour ce témoignage. Ça nous paraît important de faire découvrir ton métier à nos auditeurs car il est indispensable de créer un projet de logement adaptable ou adapté en collaboration entre les différents intervenants et l'ergothérapeute en fait partie. À travers ton témoignage, nous avons donc soulevé quelques problématiques de l'adaptation dans un logement, notamment de mettre en place des outils petit à petit plutôt que de tout vouloir déployer en une seule fois pour limiter les refus. Mais aussi le fait que tu adaptes tes solutions en fonction de la personne et de ses aidants. L'anticipation est la clé, encore une fois. On notera que tu peux intervenir tout au long du projet de l'habitat, en amont pour identifier les problématiques et solutions possibles en fonction des usagers, pendant les travaux auprès des artisans et en accompagnement après pour la prise en main des équipements. Merci pour ce témoignage. Nous sommes ravis de t'avoir reçu, Caroline. À très bientôt. Vous retrouverez toutes les coordonnées de Caroline en description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Ça nous motive à continuer. Si vous aimez, laissez-nous un avis. Écrivez-nous pour nous dire ce que vous en pensez. Vous avez un lien dans la description du podcast où vous retrouverez nos réseaux sociaux et notre travail au quotidien. Nous sommes curieuses de savoir si nos échanges ici alimentent vos réflexions personnelles et si ça a un impact sur votre quotidien. Nous vous remercions par avance de parler du podcast autour de vous. Votre contribution permettra à plus de cheveux gris, blancs, roux ou blonds même, de nous écouter.
Si vous souhaitez plus de conseils, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux et lors des conférences prévues au printemps 2024. À très bientôt!